skin, but my brethren, if I shall pass away. L'été 2006, le début de la fin de tout ce que je pensais savoir. La jeunesse a été arrachée à ma ville cet été-là, et me voilà désormais seul pour raconter l'histoire. Vous ne comprendrez peut-être pas, mais c'est parce que rien de tout ça n'a de sens. Nous sommes coincés. L'amour nous a déchirés. C'est à la veille de l'été 2015 qu'un jeune rappeur issu de Long Beach en Californie nous contera un sombre récit vieux de presque une décennie. Sobrement intitulé Summertime 06, il sera, au-delà d'une histoire captivante, la première pièce à conviction du talent indéniable d'un artiste à la carrière naissante. Ayant rapidement frayé son chemin jusqu'à ma bibliothèque au point de finir par devenir l'un de mes artistes préférés, Vincent Jamal Staples continue encore aujourd'hui de surprendre et de confirmer sa place aux côtés des meilleurs rappeurs de sa génération. Faites vos affaires puisqu'on s'apprête à retourner au sud de Los Angeles pour suivre le passionnant parcours d'un artiste ayant utilisé sa voix, ses blessures et ses traumatismes pour dénoncer le malfonctionnement d'une société en proie aux pires dérives. Le tout en pointant du doigt l'hypocrisie du rap, perdant jour après jour son authenticité dans le but de divertir un public non concerné, complètement aveuglé par cette forme d'art devenue simple image de marque. Laissez-moi donc vous parler de Vince Staples, le miraculé de Ramona Park. I'm just a nigga until I fill my pockets and then I miss the nigga. They follow me while shopping. I feel like making riches. They feel like muddy waters. So tell me what's the difference? So tell me what's the difference? Si vous partez de Los Angeles et que vous prenez la Harbor Freeway en direction du sud, vous allez longer South Central, Inglewood, West Compton pour enfin arriver à Long Beach, ville portuaire du sud-ouest de la Californie dans laquelle va se dérouler toute notre histoire. Si vous avez regardé ma vidéo sur Blankface LP de Schoolboy Q, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup des quartiers et des villes situées au sud de Los Angeles souffrent d'un taux de criminalité très élevé. Et Long Beach n'échappe pas à ce phénomène puisqu'à l'ombre de la prospérité de son activité portuaire, la ville souffre de l'un des taux de criminalité les plus élevés des États-Unis. Pour cause, les fortes inégalités sociales et le racisme systémique ayant découlé sur l'émergence de la culture des gangs, désormais implantée dans la zone depuis des décennies. Les plus populaires d'entre eux sont les 20s et les Insane Crips ayant vu grandir des membres devenus de réels emblèmes de la ville comme Warren G et Snoop Dogg. En 1993, alors que Long Beach célébrait la sortie de Doggy Style, le premier album rap à se hisser au sommet du top Billboard 200, naissait à Compton un enfant s'apprêtant à devenir une figure marquante de la ville portuaire du sud de la Californie. En effet, Vince Jamal Staples est né dans l'une des villes les plus emblématiques de l'histoire du rap, ayant hébergé des artistes comme DJ Quick, Dr. Dre, Coolio ou Kendrick Lamar pour n'en citer qu'une partie. Mais notre protagoniste va très vite déménager pour s'installer avec sa mère au nord de Long Beach où il passera le reste de sa vie. Ce quartier, aussi appelé Northside, est majoritairement peuplé par la classe ouvrière de la ville. C'est donc un quartier défavorisé, délaissé et à l'écart de tout projet de développement où les habitants font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. En grandissant à Northside, Vince va évidemment être pris d'admiration pour Snoop Dogg, devenu l'exemple pour la jeunesse des quartiers qu'il est possible de réussir et de s'en sortir. Mais Vince Staples va se retrouver englouti par l'omniprésence de la culture des gangs et va rejoindre l'un d'entre eux à peine adolescent. Vince va quand même fréquenter de bonnes écoles, sa mère voulant tout faire pour lui donner la meilleure éducation possible, mais ses activités de gang vont vite prendre le dessus, traînant Vince Staples dans de gros ennuis, ce qui va pousser sa mère à l'éloigner cette fois-ci physiquement de la rue. Il sera envoyé chez l'une de ses sœurs à Atlanta où il passera 6 mois dans un lycée avant de rentrer à Long Beach. Et c'est à partir de là que tout va commencer. De retour à Northside, après une aparté scolaire qui a quand même été assez peu concluante, Vince Staples va décider d'abandonner complètement l'école pour se concentrer exclusivement sur ses activités de gang, et c'est là qu'il va faire une rencontre qui va littéralement changer la trajectoire de sa vie. Ces deux gars, c'est Lavish et Chuck Woon, deux producteurs locaux avec qui Vince Staples va commencer à traîner, et c'est eux qui vont l'introduire à un groupe d'adolescents créatifs qui commence à faire pas mal de bruit à Los Angeles. Alors je sais pas si vous connaissez, mais c'est un groupe qui s'appelle Hot Future.
Vince Staples va donc commencer à traîner avec certains membres du groupe, notamment Earl Sweatshirt qui va l'inciter à rapper, parce que oui, à ce moment-là, Vince Staples avait même pas envisagé quelconque carrière de rappeur. Finalement, c'est en 2010 qu'il fera sa première apparition dans le monde de la musique, en apparaissant sur la première mixtape de son ami. Vince va donc se motiver à se lancer en solo en sortant quelques mixtapes entre 2011 et 2012, avant qu'Earl Sweatshirt ne l'introduise à un autre artiste qui commence à se faire un nom sur la nouvelle scène hip-hop. Ce rappeur, c'est Mac Miller, avec qui Vince Staples va très vite se lier d'amitié, et de cette amitié va naître la mixtape Stolen Youth, sortie en 2013, qui va faire atteindre à notre protagoniste un nouveau palier dans sa carrière de rappeur. Vince commence à se rendre compte qu'il est possible de faire de l'argent avec tout ça, et c'est ce qui va le motiver à continuer. C'est d'ailleurs encore aujourd'hui sa motivation principale. Le nom de Vince Staples va arriver jusqu'aux oreilles de certains gros labels, notamment Def Jam chez qui le rappeur va signer, alors pas par accord contractuel, mais par besoin d'argent le plus rapidement possible car sa mère était malade. Vince Staples continue sur sa lancée en sortant en 2014 son premier EP, Hell Can Wait, qui va vite donner le ton pour son avenir dans l'industrie musicale. L'EP va se faire une place dans le paysage d'une nouvelle scène hip-hop et va même permettre à Vince Staples d'obtenir son premier succès à petite échelle grâce au morceau Blue Suede. Le projet dépeint la vie du rappeur dans les rues de Northside à Long Beach et de l'insécurité qui s'en dégage. Hell Can Wait est d'ailleurs l'ébauche d'un plus gros projet que Vince était en train de préparer, inspiré par une période spécifique de sa vie. Il s'agit de l'été entre sa troisième et sa seconde, où sa vie a complètement été remise en question suite au décès de l'un de ses amis les plus proches. Un été qui marquera Vince Staples au fer rouge et qui donnera naissance à son désormais iconique premier album studio. Le 30 juin 2015 sort Summertime 06, le premier album du rappeur de Long Beach, et pour ce premier LP, Vince Staples voit les choses en grand. Summertime 06 est en réalité un double album où chaque disque représente une version différente d'un seul et même projet. C'est pour ça que l'intro de chaque partie porte le même nom et que les outros assemblés forment le nom de l'album. La pochette de Summertime 06 nous annonce directement le ton du projet, en nous présentant en son centre des vagues, symbole de la ville de Long Beach, le tout sur un fond noir très sobre qui colle avec l'esprit sombre et triste de l'album. Avec Summertime 06, le rappeur implante son identité artistique, notamment au niveau du choix des productions, à la fois sombres et aérées, nous donnant un étrange sentiment de solitude. Sentiment qui sera décuplé par le timbre de voix très spécifique de Vince Staples, résonnant comme blasé, presque détaché de la brutalité de ses textes. Le rappeur en profitera pour installer son univers visuel, avec des idées de clips toutes plus innovantes les unes que les autres, une habitude toujours présente pour ses projets les plus récents. Summertime 06 aura droit à un succès commercial décent, rien de bien grandiose, mais ça on le doit en partie à l'humilité du rappeur qui a même pas essayé de survendre son projet. Genre par exemple, Vince Staples va créditer tous les petits artistes présents sur le projet, parfois même des artistes en début de carrière qui étaient pas aussi connus qu'ils le sont maintenant. Par contre, Vince Staples a décidé de ne pas créditer Future sur le morceau Señorita, alors qu'on le rappelle au moment de la sortie de Summertime 06, Future c'est l'un des rappeurs les plus importants, les plus influents, les plus populaires des années 2010. Donc ouais, c'est assez bizarre, mais vous verrez que c'est pas la seule fois qu'il va nous faire un coup comme ça. Alors niveau critique, l'album va être très bien reçu, on va juger la musique de Vince Staples rafraîchissante, pleine de sincérité, c'est d'ailleurs ce qui rajoute un petit côté touchant à ses morceaux. Il n'empêche que le succès de Summertime 06 n'ira pas s'implanter dans le mainstream, ou en tout cas pas directement après sa sortie. Il faudra attendre plus d'un an pour que le nom de Vince Staples fasse le tour d'internet et des médias, et ce pas forcément pour les bonnes raisons. Nous sommes en octobre 2016 lorsque fait surface sur internet la vidéo d'une femme scandalisée réagissant aux paroles de l'un des morceaux de Vince Staples. Ce morceau c'est North North présent sur Summertime 06, une chanson dans laquelle le rappeur célèbre la région de Long Beach qu'il l'a vu grandir, tout en abordant des thématiques liées aux violences de gang et aux conflits avec les forces de l'ordre. Et ça n'a pas plu aux conservateurs. Please grab Sprite. My crib's lurking, don't die tonight. I just wanna dance with you, baby. Just don't move too fast, I'm too crazy. I ain't never ran from nothing. I ain't never ran from nothing but the police from the city where the skinny carry strong heat. Northside, Long Beach, Northside, Long Beach. That was on our top hits radio station. Yes, the cuss words were bleeped out, but did you just hear that? My daughter will never listen to that radio station again, ever. I am shaking. I cannot believe that filth is on there. La vidéo devient instantanément virale, suscitant les moqueries des jeunes générations et le soutien de certains médias traditionnels en guerre constante contre le hip-hop pour des raisons qu'ils disent morales, mais qui sont surtout le fruit d'un racisme décomplexé. Pourtant, la réponse de Vince Staples à cette vidéo a été plus que surprenante. What she said, this is what our children are being exposed to.
she's right. That's what the song is about, what our children be exposed to. My question is, why can't we listen to that and pass it off like it's not a problem? So I don't have a problem with what she said. You got a reaction out of someone. Isn't that the point, essentially? But you could have rallied the troops. I mean, there were a lot of people dumping on her, and you didn't do that. Because that's pathetic. It's pathetic to attack someone for having an opinion or feeling some type of way or for wanting something, her children to not be exposed to something. Because I'm 100% sure my mother would have loved for her children to not be exposed to gang life. But the difference is it wasn't on the radio. It was in our house, and it was outside. It was at our schools, and it was at our churches. It was everywhere that we were. If I have children one day, I would hope that they would never be exposed to that. North North devient un hymne moderne du hip-hop, les phrases les plus iconiques du morceau font partie intégrante de la culture, à un point où encore aujourd'hui, elle est la chanson en solo la plus populaire de Vince Staples. Donc malgré lui, il devient le nouveau phénomène rap à cause d'un morceau sorti il y a plus d'1 an qui est désormais au centre de toutes les discussions, ce qui l'arrange pas tellement parce que quelques mois avant le début du scandale, il venait de sortir son nouvel EP, Prima Donna, dont il aurait peut-être préféré faire la promotion, parce que malgré son format, ce nouvel EP est presque aussi ambitieux qu'un album studio. Prima Donna, c'est un projet conceptuel qui a été accompagné d'un court-métrage qui va permettre d'installer une nouvelle thématique dans la carrière du rappeur. Après un premier album comptant le quotidien d'un jeune afro-américain à Long Beach, Vince Staples va se servir de son deuxième EP pour dénoncer l'hypocrisie et la dangerosité de l'industrie. Le court-métrage qui l'accompagne s'ouvre sur le morceau Big Time et nous retrouvons notre protagoniste en train de tourner un clip de rap, tout ce qu'il y a de plus cliché. Il a un trône situé derrière lui, des stripteaseuses qui dansent, bref, Vince Staples commence déjà à pointer du doigt la superficialité et le faux sentiment de toute puissance que l'industrie hip-hop fait croire à certains rappeurs. Vince Staples s'affiche d'ailleurs avec une tête gonflée, disproportionnée par rapport à son corps, qu'on retrouvera d'ailleurs sur la pochette, et je pense ne pas avoir besoin de vous expliquer le sous-entendu. Une fois le clip terminé, nous suivons Vince qui quitte les studios, une scène qui appuie davantage la mise en scène d'un faux mode de vie. Le rappeur s'approche d'un taxi et commence à avoir des hallucinations visuelles et auditives de ce qu'on pourrait considérer comme ses ancêtres. Commence alors le morceau Smile qui va nous aider à comprendre pourquoi ces hallucinations ont commencé à se manifester. Smile parle de la honte que Vince Staples ressent d'avoir quitté ses racines dans le but de se faire de l'argent. Le succès qu'il pensait être la clé de son bonheur n'en est rien, le laissant vide et seul, avec ses doutes et ses questionnements. Ai-je rendu fier mes ancêtres est une question qui revient très souvent dans le rap, on a d'ailleurs eu quelques exemples populaires récents avec Mr. Moral de Kendrick Lamar ou The Estate Sale de Tyler, the Creator. Mais là, Vince Staples pousse la réflexion encore plus loin en nous fournissant une vidéo conceptuelle qui illustre toute cette idée. Le taxi de Vince Staples le dépose dans un parking souterrain où ses hallucinations semblent s'accentuer. Smile se termine pour laisser place au title track quand soudainement la porte de l'ascenseur du parking s'ouvre, interrompant momentanément les hallucinations du rappeur. Enfin, pas tellement. Vous aurez remarqué que l'intérieur de l'ascenseur est tapissé de la moquette que l'on retrouve dans l'Overlook Hotel du film The Shining de Stanley Kubrick. Tout dans le lobby de cet hôtel est étrange, les gens, la décoration, les interactions, et ce jusque dans l'ascenseur qui l'emmène jusqu'à sa chambre où ses hallucinations vont s'intensifier. Une fois arrivé à son étage, le rappeur traverse un couloir à l'aura menaçante où les résidents semblent avoir laissé leur porte de chambre ouverte. Dans ces chambres se trouvent Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Tupac ou encore Amy Winehouse, vous l'aurez compris, que des célébrités décédées prématurément, majoritairement à cause de l'industrie musicale. Le couloir se retrouve alors envahi de fans essayant de se ruer sur Vince qui va se réfugier dans sa chambre, les hallucinations deviennent insupportables, les fans viennent frapper sur ses murs, et le rappeur finit par tirer une balle dans son miroir. C'est une façon pour lui de sous-entendre un mais c'est surtout une illustration de la mise à mort de l'image qu'il reflète, qu'il a en horreur. Le court-métrage se termine sur un public applaudissant la scène tragique dont ils viennent d'être témoins, et gardez cette image dans un coin de votre tête puisqu'on va y revenir plus tard dans la vidéo. En seulement 7 titres, Prima Donna nous raconte le parcours d'un rappeur de ses premiers instants de célébrité jusqu'au point de non-retour. Mais c'est surtout une façon pour Vince Staples de nous proposer une critique de l'industrie musicale, ici représentée par l'hôtel, qui ne serait autre qu'une hallucination et une machine prête à détruire des vies pour peu qu'elle y voie un intérêt financier. Avec seulement 3 projets officiels à son actif, Vince Staples est déjà considéré comme l'un des artistes les plus créatifs de la nouvelle génération.
Il commence sérieusement à se faire une place sur la scène hip-hop et se démarque de ses compères avec son sarcasme et sa façon de parler de sujets sérieux avec une certaine légèreté. À ce stade de sa carrière, Vince Staples voit toujours la musique comme un moyen de se faire de l'argent sans avoir à retourner dans la rue. Mais au fil des projets, le rappeur va se rendre compte qu'il est possible de donner un sens à son art, et Prima Donna n'était que les prémices de son activisme. À seulement 23 ans, il apparaît comme l'un des artistes les plus éveillés de sa génération, et il était encore loin d'avoir fini de nous surprendre. On est en 2016 et Vince Staples, c'est un nom qui commence à revenir de plus en plus souvent dans les discussions autour du rap, il va d'ailleurs être programmé pour plusieurs festivals l'été suivant. Sauf que Vince Staples va se rendre compte qu'il est presque le seul rappeur à l'affiche, et qu'il y a très peu de chances que les publics qu'il est en face de lui arrivent à se connecter à Summertime '06 ou à Prima Donna. Il va donc se lancer dans la production d'un nouvel album qui lui permettrait à la fois de satisfaire cette nouvelle audience tout en enrichissant son bagage musical. Fin 2016, Vince Staples annonce une tournée en Amérique du Nord dans le but de promouvoir ce qui allait être son deuxième album studio. Le 2 février 2017, soit quelques jours avant le début de sa tournée, il dévoile le morceau Back Back, suivi de Big Fish et Rain Calm Down, avant de fixer la date de sortie du projet. Big Fish Theory sortira le 23 juin 2017 et va très vite se hisser au rang des meilleurs albums de l'ère contemporaine. Le projet apparaît beaucoup plus expérimental et combine des sonorités hip-hop à des influences électro-avant-gardistes. On retrouve Sophie ou encore Flume à la production, l'album comprend des apparitions de Juicy J, Ty Dolla $ign et même Kendrick Lamar, qui encore une fois ne sont pas crédités sur la tracklist. Vince Staples confirme donc que son but n'est pas d'accroître sa popularité, car comme pour Future sur Señorita, créditer Kendrick Lamar sur Yeah Right aurait pu lui apporter énormément, sachant que le rappeur de Compton venait tout juste de sortir Damned, l'un des plus gros succès de sa carrière. Comme on l'a vu juste avant, la motivation première de Vince Staples dans la réalisation de Big Fish Theory, c'était de créer un album hybride qui pourrait à la fois parler aux fans de rap et aux fans de musique alternative, électronique et expérimentale. Par contre, c'est pas pour autant qu'il va délaisser les combats qu'il avait commencé en début de carrière, au contraire, puisque ce nouveau projet va lui permettre d'aborder la thématique du nihilisme dans le rap de la meilleure des façons. Au premier abord, Big Fish Theory sonne comme une sorte d'album hip-hop électro orienté pour les clubs. Si on prend des morceaux comme Big Fish, Backpack ou Party People, on est clairement sur des sons qui pourraient passer en boîte, jusqu'à ce qu'on se penche sur les thématiques abordées. Right down Sawyer, when we slide, you won't see morning. Another story of a young black man trying to make it up out that gym. Goddamn, back, let me make my bands. Got plans, if you hating, don't shake my hand, take it easy, homie. En effet, Vince Staples nous a volontairement induit en erreur de façon à illustrer le message qu'il avait commencé à faire passer sur Prima Donna. À savoir, le rap n'est qu'une illusion vouée à aveugler le public du réel mode de vie de la communauté afro-américaine. Pour faire simple, le rap vous fait danser et bouger la tête de façon à détourner votre attention des injustices, du racisme et des nombreux problèmes sociaux ancrés dans notre société. Et c'est un piège dans lequel sont tombés de nombreux rappeurs et de nombreux auditeurs. C'est une thématique qu'il va aborder dès l'intro, Crabs in a Bucket, qui vient comparer la communauté afro-américaine et les rappeurs à des crabes coincés dans un seau, n'ayant pas d'autre choix que de littéralement se marcher dessus pour pouvoir s'élever et s'en sortir. Vince Staples continuera la métaphore aquatique dans le clip de Big Fish où on le retrouvera seul sur un navire en train de couler dans une mer infestée de requins. Le navire pouvant symboliser le rap et la culture afro-américaine, tandis que la mer représente l'industrie musicale. Plus tard, sur Yeah Right, Vince Staples questionne les rappeurs sur l'authenticité du mode de vie dont ils font la promotion dans leurs chansons. Il se met dans la peau de ces rappeurs qui voient la réussite seulement via un prisme capitaliste et superficiel. Toutes ces thématiques viennent d'en trouver leur conclusion sur le dernier morceau de l'album, Rain Calm Down, qui, comme Big Fish, bénéficiera d'un clip bourré de métaphores et de sous-entendus. Cette fois-ci, le bateau sur lequel le rappeur essayait de survivre s'est échoué sur une plage, faisant de Vince Staples un véritable naufragé. Première métaphore du statut éveillé et activiste du rappeur dans une industrie au fonctionnement capitaliste. Vince Staples se sent comme abandonné sur une île déserte. On se rend très vite compte que la scène du naufrage s'est déroulée dans un récipient de la taille d'un verre d'eau, ce qui vient remettre en question toute notre compréhension de Big Fish Theory. Ce deuxième album n'a pas pour but de simplement pointer du doigt les dysfonctionnements de notre société et de l'industrie du disque, non. En réalité, Big Fish Theory pointe du doigt la façon dont tous ces problèmes sont minimisés et invisibilisés du grand public. Le racisme systémique, la discrimination au sein de l'industrie, les black traumas, les ravages du capitalisme, tout ça ne représente en réalité que le contenant d'un verre d'eau dans un monde bien plus vaste. Autrement dit, selon le point de vue de Vince Staples, c'est le cadet de nos soucis.
Le clip de Rain Calm Down se termine par une scène dans un diner sous la pluie où le rappeur semble boire dans la même bouteille que l'on avait vu un peu plus tôt. On peut y voir là un message écologique. Mais pas que, puisqu'encore une fois, la scène se déroule dans un verre d'eau qui cette fois-ci contient dans son liquide un poisson rouge. Poisson qui, vous le remarquerez, est bien plus grand que les autres éléments du décor. Ce qui me fait une transition toute faite pour vous parler du titre et de la pochette de l'album. Alors il y a plusieurs théories qui existent autour de la signification de Big Fish Theory, donc la théorie du gros poisson. L'une d'entre elles souligne que si le monde était un poisson, il y aurait toujours un plus gros poisson que soi, ce qui marche avec le message qui est porté dans l'album. Mais il y a une autre théorie que je trouve bien plus pertinente, c'est celle selon laquelle un poisson ne peut pas devenir plus gros que la taille de son récipient. Et donc si le poisson représente l'humain et le récipient représente ses barrières, la théorie du gros poisson concernerait les personnes avec un gros potentiel, mais qui se retrouvent bloquées par les limites de leur environnement. En l'occurrence ici Vince Staples et de manière plus générale la communauté afro-américaine qui, à cause de la société discriminatoire, est incapable de trouver un terrain favorable au développement de leur plein potentiel. Dans le cas de Vince Staples, son statut d'homme noir et son contrat en tant que rappeur va le limiter dans sa liberté artistique, mais il nous prouve avec Big Fish Theory qu'il est capable de bien plus que ce que son label attend de lui. Cela nous permet d'interpréter la fin du clip de Rain Calm Down avec la fameuse scène du diner plongé dans un verre d'eau. Et là, accrochez-vous parce que ça part un peu loin. Vince Staples s'est réfugié dans un diner pour se protéger de la pluie. Si on veut abuser des métaphores, le diner est un symbole de la société de consommation américaine, et la pluie est souvent utilisée pour illustrer le danger, le risque, la tristesse, bref, toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver dans la vie. Donc pour éviter que la pluie ne l'atteigne, Vince Staples s'est servi du système capitaliste américain comme toit. Une protection faussement suffisante puisqu'elle finira submergée par l'eau de pluie. Le poisson, à l'intérieur du verre, est une projection du rappeur. Il se présente comme coincé dans l'enceinte d'un bâtiment alors que sa place se trouve à l'extérieur, libre de toute limite. Enfin libre, pas complètement, puisque ce même poisson est aussi contraint de se limiter aux bordures de son récipient. Big Fish Theory est donc un projet pessimiste sur la condition humaine dans notre société. Une société nous faisant croire à une liberté infinie, mais qui nous cloisonne sans que nous puissions nous en rendre compte. Vous remarquerez d'ailleurs que l'album aborde toutes ces thématiques sur des sonorités très brutes et industrielles, comme pour nous brusquer dans notre écoute et installer une ambiance presque fin du monde qui semble être la fatalité inévitable de notre société. Finalement, pour un album conçu à la base pour faire danser un public peu familier avec le rap, Vince Staples a créé avec Big Fish Theory une véritable critique de notre société proche de la dystopie. Écouter ce deuxième album studio, c'est comme être témoin de l'écroulement du monde qui nous entoure. Encore une fois, Vince Staples prouve à l'industrie musicale sa maturité et fait un pied de nez à son label qui attendait de lui un nouvel album rap dans la continuité de ses premiers projets. Pourtant, c'est avec un album hybride que Vince sera acclamé par le public et par les critiques qui viendront faire figurer Big Fish Theory à plusieurs reprises dans le top 10 des meilleurs albums de 2017. En prouvant au monde entier l'étendue de sa créativité, le rappeur californien confirme par la même occasion la théorie du gros poisson. Vince Staples a bel et bien un potentiel monstrueux, mais peine à l'exploiter à cause des limites contractuelles et sociétales. 2017 sera donc la première vraie grosse année pour Vince Staples, qui passe de rappeur émergent à rappeur bien implanté et surtout respecté, et ça il le doit en grande partie à Big Fish Theory, qui est encore aujourd'hui considéré comme l'un de ses meilleurs albums, que ce soit du point de vue des fans ou des critiques. Courant 2017, Vince Staples apparaît sur l'album Humans de Gorillaz avant d'être contacté par une jeune Billie Eilish pour poser sur N-Burn, présent dans son premier EP, Don't Smile at Me. N-Burn, qui est d'ailleurs encore aujourd'hui le morceau le plus streamé de la carrière du rappeur. À ce moment, on pourrait penser que Vince Staples a à peu près fait le tour des choses qu'il avait à nous raconter. Critique de la société, de l'industrie, récit de sa vie de gangster, bref, on avait déjà une collection de quelques thématiques qu'il avait abordées en long, en large et en travers. Mais il y a un aspect de sa vie qu'il n'avait pas encore pris le temps de vraiment mettre en valeur, ça concerne son amour et son respect pour sa culture et pour tous les éléments qui constituent l'identité d'un jeune afro-américain qui a grandi au sud de Los Angeles. Si l'on reprend la cover de Big Fish Theory avec tout ce qu'on a dit sur le projet juste avant, on comprend très vite la signification. Un poisson rouge trop grand par rapport au cadre de la pochette, normalement vous avez directement saisi le truc. Mais les fans ont trouvé une autre signification à la pochette. En réalité, la cover de Big Fish Theory serait une référence à la cover de Other Fish de The Pharcyde, un groupe de rap iconique des années 90, issu de South Central à Los Angeles. Vince Staples annonçait donc clairement en 2017 son intérêt et son respect pour la culture hip-hop. Et c'est quelque chose qu'il va concrétiser avec la sortie de son prochain projet, FM. FM, c'est le troisième album studio de Vince Staples qui vient justement jouer avec la limite entre l'EP et l'album. Si on se réfère à sa définition classique, un album ou un LP doit contenir entre 7 et 29 morceaux et doit durer entre à peu près une demi-heure et une heure, en théorie évidemment. Un EP par contre, ça contient entre 4 et 6 morceaux et ça doit pas dépasser les 22 minutes, encore une fois en théorie. FM s'inscrit pile poil dans les limites de la définition puisque l'album est composé de 11 morceaux pour 22 minutes 16 d'écoute, vraiment ça se joue à rien. Mais quand on se penche sur le projet, on se rend compte que sa structure s'apparente en effet beaucoup plus à celle d'un album.
first one fouled out playing ball, now the whole city love you how. FM est un concept album qui prend l'allure d'une véritable station de radio. Et pas n'importe laquelle, puisque dans sa volonté de rendre hommage à la culture californienne, Vince Staples a fait appel à Big Boy, l'animateur de la célèbre station Power 106. FM s'articule évidemment autour de morceaux rap, mais aussi de skits réalisés par les animateurs de la radio, des freestyles, bref, le rappeur de Long Beach a tout mis en place pour que nous puissions pendant 22 minutes avoir l'impression de rouler dans Los Angeles, la radio allumée. En plus de Big Boy, FM regroupe exclusivement des artistes californiens comme Earl Sweatshirt, J-Rock, Tyga, E40, Kamaya ou encore Kehlani. Mais vous commencez à connaître la recette, FM c'est pas juste une sorte d'hymne d'été ou de célébration de la Californie. C'est encore une fois un projet qui va dénoncer, et cette fois-ci la problématique qui est pointée du doigt, c'est la façon dont est consommé le black art, donc l'art qui est réalisé par la communauté afro-américaine. Et pour mieux comprendre tout ça, il faut resituer le projet dans le temps. FM est sorti en 2018, donc en plein cœur de l'explosion du rap sur la scène mainstream, une explosion qui a été rendue possible grâce à une sorte de popification du genre. Je m'explique. Pour qu'un style musical puisse dominer, par définition, il faut qu'il réussisse à toucher un grand public. Et pour toucher le grand public, t'es obligé, notamment dans le cas du rap, de lisser tes propos et ton image pour la rendre la plus attrayante possible. On a clairement senti une transition en 2016 avec l'arrivée de la nouvelle génération, beaucoup plus colorée, fun et légère, qui a donné au rap ce côté beaucoup plus accessible. Ce virage a donc attiré un nouveau public, parfois plus jeune, s'identifiant à l'identité excentrique ou au texte festif de ces artistes, ce qui a largement mis de côté les rappeurs ayant de réelles revendications. Le nouveau public s'est donc mis à apprécier l'esthétique du rap et non le message et la dimension sociale qu'il porte. Ce phénomène s'est étendu dans les médias traditionnels, notamment la radio, qui, pour pouvoir plaire à une plus grosse audience, va privilégier ce rap populaire au détriment de morceaux qui puiseraient leur origine dans les fondements du genre. Donc c'est à ce moment-là que le rap commence à subir une sorte de popification que Vince Staples pointe du doigt sur FM. Alors attention, Vince Staples est pas du tout en train de chouiner en mode ouin ouin, il y en a que pour Drake, Travis Scott et Lil Pump, moi je passe jamais à la radio, genre vraiment pas du tout. Je pense que vous avez dû comprendre au travers de cette vidéo que la fame c'est absolument pas sa priorité. Non, là ce qu'il dénonce c'est vraiment ce phénomène de manière générale qui est venu entre guillemets abrutir le rap et surtout détourner l'attention du public des réelles revendications du genre. Et FM englobe cette thématique à la perfection, en nous proposant des morceaux au premier abord légers, chill, dansants et ensoleillés, mais qui dans leur texte parlent de la réalité du terrain, de la réalité du statut de rappeur, de la réalité du quotidien d'un afro-américain dans les rues de Long Beach. FM représente l'écran de fumée auquel participe notamment la radio dans la propagation de la nouvelle culture rap. Le genre s'est adouci, s'est dépolitisé, en tout cas, c'est ce que les médias laissent sous-entendre en mettant en avant presque exclusivement des artistes et des morceaux à la simple dimension festive. Left side, who about that life? Right side, who about that life? Nighttime, who about the guy outside? In out my mind. C'est pas le fait qu'il y ait des morceaux festifs dans le rap qui pose problème, c'est le fait que leur mise en avant disproportionnée vient un peu invisibiliser la dimension sociale et politique de la culture rap. C'est un peu une façon de détourner l'attention du public de tous les problèmes discriminatoires de notre société. C'est ce que Vince Staples va dénoncer sur le morceau Fun, et c'est une thématique qui va devenir centrale dans la construction de ses prochains projets. Fun est le morceau qui résume à la perfection tout ce qu'on vient de mentionner concernant FM. Il va d'ailleurs nous exposer un paradoxe entre ses couplets qui parlent littéralement de meurtre et de gangbanging, et son refrain entêtant appelant à la fête et à la célébration. C'est une habile contradiction qui permet d'opposer le rap à son nouveau public. Les atrocités de la rue dénoncées par certains rappeurs qui découlent des discriminations ancrées dans nos sociétés deviennent anecdotiques au détriment d'un jeune public qui veut simplement s'amuser sans trop politiser le genre. Mais encore plus profond que ça, la gentrification du rap a créé une fascination malsaine autour de la violence que peuvent subir les Afro-Américains. Que ce soit les histoires de gangs, de meurtres, les théories morbides autour de certains morceaux, tout ça c'est devenu une source de divertissement pour un public qui, à la base, est pas du tout concerné par ces phénomènes. Je pense que j'ai même pas besoin de vous faire un dessin, c'est littéralement le fonds de commerce de pseudo-médias rap qui cultive ce fantasme autour de la violence et du morbide pour faire de l'argent ou des interactions. Les tragédies et les problèmes sociaux sont mis en avant simplement dans le but de divertir un public qui, encore une fois, n'est pas touché par ces formes de violence. Et je parle de problèmes sociaux, mais bien souvent, toute la dimension sociologique est complètement écartée pour juste faire du spectaculaire. Ce rappeur de 15 ans a tué toute sa famille, je me balade dans les quartiers les plus dangereux de Los Angeles, vous voyez de quelle vidéo je veux parler? Et bah c'est exactement ça le problème. La souffrance et la violence subie par une partie de la population est perçue comme un simple spectacle. Vous vous rappelez, dans le court-métrage qui accompagnait Prima Donna, il y a une scène où un public se met à applaudir le de Vince Staples, et bah c'est exactement cette idée qui commence à être développée sur FM. Et on parlait justement de Fun, c'est le seul morceau de l'album qui a été clippé, et encore une fois, il y a énormément de choses à dire. Comme d'habitude, le rappeur de Long Beach met en avant toute sa créativité au travers de ses clips, et cette fois-ci, pour Fun, il choisit de réaliser un clip qui reprend les codes de Google Street View. Au fur et à mesure que l'on se balade dans le nord de Long Beach, non loin de Ramona Park, on est témoin du quotidien de Vince Staples et de son entourage. Deuil, vol et violences policières sont pointés du doigt dans ce clip immersif qui prend une toute autre dimension lorsqu'on arrive à la fin.
On se rend compte que ce voyage via Street View est en réalité le fruit des recherches d'un jeune blanc d'un milieu aisé cherchant à satisfaire sa curiosité. Le clip se termine sur ce qui semble être sa mère qui l'appelle depuis derrière la porte de sa chambre, prenant le jeune par surprise, qui va dans la panique fermer son PC, comme s'il était en train de visionner quelque chose d'illégal. FM est un nouveau projet engagé de la part de Vince Staples qui continue de cocher les cases d'une longue liste de choses qu'il a reprochées au rap et à la société. Et comme j'ai dit juste avant, cette thématique d'utiliser la réalité du quotidien des Noirs américains à des fins lucratives ou de divertissement, ça va être un combat que Vince Staples va vouloir mener sur son prochain album. Et pour ce futur projet, le rappeur va essayer d'englober tout ce qu'il a réussi à créer depuis le début de sa carrière. Que ce soit ses thématiques, ses influences, ses sonorités, son amour pour la Californie, bref, l'album qui devait suivre FM devait être une sorte de sommaire et de version plus aboutie de tout ce qu'il avait sorti jusqu'ici. Hélas, tout ne se passe pas comme prévu, et Vince Staples va s'absenter de la scène hip-hop pendant presque 3 longues années. Après un début de carrière intense, à tourner à un album par an auquel viennent s'ajouter les tournées et les promos, Vince Staples va retourner auprès de sa famille pour se ressourcer. Cette pause va lui permettre de souffler un peu et de prendre du recul sur certains événements dramatiques de sa vie personnelle, comme le décès de Mac Miller, son ami de longue date, disparu quelques mois avant la sortie de FM. Vince rendra un très bel hommage au rappeur via ses réseaux, mais aussi lors de la célébration réalisée à Pittsburgh en son nom, abattu par la mort de celui qui lui a permis de se lancer dans la musique. That's my homie, you know. He took me on tour, made my first project that really counted. Didn't take no publishing, like, and but that don't matter. I don't care about that music. So that's my homie, like, that's my family. His mama, his brother, you know, his father, his grandma. Like, I know his whole family, so you know. Do you remember the first time you guys met? Yeah, it was at the studio. Earl made me go to his house with him, and he basically said what I told you earlier, like, why you not making music? Well, I can pick it. Literally, like 2 days later, he picked me up from the ghetto. It was like, hey, I don't know where I'm at, but Can you hurry up and come outside? Nah, he wasn't even tripping. His windows were down. He had a tent. He had a dentist car. He was too happy. Yeah, But to be honest, the good ones always die. Vince Staples va commencer la réalisation de son prochain album qui cette fois-ci sera centré autour de son vécu à Ramona Park. Le processus de création commence à prendre forme lorsque le Covid vient brutalement y mettre un frein. Comme nous tous, Vince Staples est coincé chez lui et son équipe commence à lui mettre la pression sur le fait qu'il était clairement pas assez en studio. Donc c'est reparti, Vince Staples retourne en cabine pour continuer la réalisation de son prochain album, ça enchaîne les sessions, puis arrive un moment où il n'y a plus assez de budget pour pouvoir continuer de se rendre en studio. Donc là c'est un peu la merde parce que l'album est pas fini et ils ont clairement plus assez de sous pour assurer la suite de la production, et pour pouvoir se faire des thunes, et bah Vince Staples est obligé de faire de la musique. En fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il se fait contacter par The Alchemist qui lui parle d'un projet commun entre lui et Earl Sweatshirt qu'il voudrait réaliser, donc Vince Staples se chauffe pour le faire, il réalise une trentaine de couplets, enfin bref il fait son taf. Le problème c'est que pendant qu'il charbonne, et bah il y a Alchemist et Earl qui passent leur temps à fumer et globalement à ne rien faire, donc le projet avance pas du tout, mais Vince lui il a fait sa part du boulot, donc il décide de quitter le navire pour trouver une autre solution. Finalement, Vince Staples décide de se rapprocher de son ami Kenny Beats et d'enregistrer quelques morceaux directement chez lui. Et c'est comme ça qu'a vu le jour Self-Titled, le 4ème album du rappeur entièrement fait maison, dans le but de renflouer les caisses pour pouvoir continuer la production de ce qui deviendra Ramona Park Broke My Heart, mais on y reviendra juste après. Encore une fois, Vince Staples joue avec les limites entre l'EP et l'album puisque Self-Titled est composé de 10 morceaux pour 22 minutes d'écoute, vraiment il fait le strict minimum. Et pourtant c'est à mon sens l'un des meilleurs projets du rappeur, ce qui est assez surprenant pour un projet secours comme celui-ci. En fait pour moi ce qui fait la grande qualité de Self-Titled c'est qu'il a été 100% produit par Kenny Beats, ce qui fait qu'il y a une vraie cohérence, une sorte de fil rouge qui se dégage de l'album, notamment au niveau des influences et des sonorités, qui rend l'écoute du disque hyper fluide. Mais au-delà de ça, c'est l'un des projets sur lesquels Vince Staples montre le plus sa vulnérabilité, et c'est d'ailleurs pour ça que l'album porte son nom. I'm finna go get paid down the violent tight, so don't play unless you want your grade. We was in the hood, rent was late, ain't had section 8, had the 38 in the 8, moved on 68. Pour son 4ème album studio, Vince Staples décide d'adopter le regard d'un adulte construit et d'un artiste confirmé qui retournerait rêvasser dans les rues qui l'ont vu grandir. Kenny Beats vient appuyer cette sensation grâce à ses productions douces, paisibles et chaleureuses, provoquant chez nous un sentiment de nostalgie. Nous avons nous aussi en tant qu'auditeurs l'impression de revivre des souvenirs d'enfance ou de notre jeune adolescence, alors qu'en réalité pas du tout. Si Vince Staples paraît plus introspectif sur Self-Titled, c'est parce qu'il aborde des sujets liés à l'amour, à la confiance, à la peur ou à la trahison, le tout bien évidemment sous couvert de critique et de politique. Le clip de Law of Average par exemple, qui peut paraître très simple au premier abord, regorge de références et de sous-entendus, notamment au travers de ce détail. Les personnes noires présentes dans la vidéo arborent un sourire forcé sur une bouche dont les traits ont été volontairement exagérés. Et j'y vois de mon côté 3 interprétations. La première, en lien avec les paroles de la chanson qui dénonce le matérialisme excessif d'une partie de la population, soulignerait la manière dont le capitalisme nous donne une fausse impression de bonheur. Accumuler les biens les plus onéreux possibles est perçu par la société comme synonyme de réussite, mais en réalité, cette spirale ne fait que combler momentanément un vide bien plus profond. C'est comme placer un pansement sur une fracture ouverte.
La deuxième interprétation s'approche sensiblement de la première et voudrait que le clip dénonce le mensonge couvert par les faux sourires. La société tout entière a tendance à réfuter le malheur, et la norme souhaiterait que tout aille pour le mieux, forçant des personnes profondément malheureuses à se déguiser de leur plus beau sourire une fois plongées dans la vie sociale. Cela fait d'ailleurs écho à la paranoïa qu'éprouve le rappeur vis-à-vis de ses amis ou de ses fans qui ne seraient pas sincères dans leurs intentions et cacheraient leurs vices et leur vraie personnalité derrière un visage rayonnant. Enfin, la dernière interprétation se veut davantage historique, en nous ramenant à la fin du 19e siècle, en 1877 plus précisément, année durant laquelle ont été votées les lois Jim Crow. Alors c'est quelque chose que vous avez très certainement étudié au lycée, mais on va quand même se faire une petite piqûre de rappel, en tout cas dans les grandes lignes de ce que sont les lois Jim Crow, et en quoi elles sont encore aujourd'hui responsables du racisme systémique de toute la société américaine. En 1865, la guerre de sécession prend fin aux États-Unis, après presque 4 ans de bataille acharnée entre l'Union et les États confédérés. Les raisons de son conflit sont diverses, mais le point de désaccord majeur se situait autour de la question sur l'esclavage. Au nord, on voulait l'abolir, au sud, on voulait le conserver. Il aura fallu près de 630 000 morts avant que les États conservateurs du Sud ne capitulent et se soumettent à la création du 13e amendement de la Constitution des États-Unis, stipulant l'abolition de l'esclavage et de toute forme de servitude involontaire. Le problème, c'est que les États du Sud ne sont absolument pas d'accord avec cette décision, mais comme ils peuvent pas révoquer la Constitution, et ben ils vont chacun de leur côté, dans leurs États respectifs, faire voter des lois ségrégationnistes qui ont pour but de restreindre les libertés des personnes noires. On parle de limiter, voire interdire l'accès à certains services publics, à certains lieux de divertissement, bref, c'était une façon pour les États du Sud de continuer à cultiver leur haine des Noirs maintenant que l'esclavage avait été aboli. Et ces lois ségrégationnistes vont être appliquées pendant presque un siècle, ça va durer de 1877 à 1964, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les années 60, c'était hier. Mais du coup vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec Vince Staples? Et justement j'y viens. Ces bouches caricaturées que l'on retrouve sur le visage des personnes présentes dans le clip de Law of Average fait référence aux nombreuses illustrations racistes qui ont accompagné les lois Jim Crow. Des posters, des spectacles, des films dans lesquels les noirs étaient moqués et déshumanisés via des déformations corporelles purement stéréotypées, notamment au niveau des lèvres et de la bouche. La signification du clip de Vince Staples prend alors une dimension sociale très forte, faisant une connexion avec ce que l'on avait vu plus tôt sur FM concernant la façon dont l'art noir est perçu comme simple divertissement et comment la communauté afro-américaine est objectifiée et reléguée au rang de marionnette par l'industrie musicale. Self Titled n'est donc pas qu'un simple projet tampon permettant à Vince Staples de renflouer les caisses. C'est un disque qui, derrière son aspect accessible, continue le long combat du rappeur contre toute forme d'oppression et d'injustice. Ce 4e album va nous permettre de découvrir une nouvelle facette de l'artiste en plus d'une nouvelle part de sa personnalité. On découvre un Vince Staples de plus en plus sensible à l'art musical pour lequel il n'éprouvait pas d'intérêt en début de carrière. Plus les projets avancent et plus sa volonté d'expérimenter et de créer des albums concept se fait ressentir. Et ça tombe bien puisque les bons retours et le succès de Self Titled vont lui permettre d'achever le projet qu'il avait été contraint de mettre en pause pendant la pandémie. You shot someone? That's what they said. Several times that's what they said. Were they right? I don't know. Bullets don't have names. Le 8 avril 2022, Vince Staples sort son 5e album studio, Ramona Park Broke My Heart, un disque mélancolique aux influences West Coast qui va très vite s'imposer comme l'un des albums les plus réussis du rappeur. C'est une véritable célébration de la vie à Long Beach, composée des souvenirs, des joies et des tristesses ayant marqué la vie de notre protagoniste. C'est pour moi son projet le plus abouti, peut-être celui qui s'approche le plus du format album conventionnel, puisque pour la première fois depuis 2015, on a un projet qui atteint les 16 titres pour les environ 40 minutes d'écoute. Et aussi au niveau de la structure globale du projet, on sent vraiment que Vince Staples a été très minutieux dans son séquençage, dans le choix de ses productions, des transitions, tout ça dans le but en fait de nous créer une expérience immersive et cohérente du début à la fin. Parce que oui, écouter Ramona Park, c'est une sorte de séance d'introspection, comme si nous-mêmes nous étions posés à Long Beach en fin de journée, en train d'observer le soleil disparaître au loin dans l'océan. Et cette immersion, on le doit aux sonorités West Coast, aux influences G-Funk, aux riffs de guitare étouffés, mais surtout à tous les passages où on peut entendre les mouettes chanter et les vagues s'écraser sur le sable californien. Mais au-delà de ça, si j'ai pris le temps de détailler autant les thématiques qui étaient abordées dans ces précédents projets, c'est parce que d'une certaine manière, elles viennent toutes converger sur ce nouvel album. C'est un peu comme si chaque étape de sa discographie menait à ce moment précis. On va donc analyser ensemble Ramona Park Broke My Heart dans le but de comprendre ce que Vince Staples essaye de nous raconter depuis maintenant presque 10 ans. La première chose qui saute aux yeux lorsque vous lancez le disque, c'est l'infusion de sonorités West Coast qui vous fait automatiquement voyager sur la côte pacifique. On le doit aux productions très efficaces de DJ Mustard, mais aussi de Kenny Beats ou Cardo qui se prêtent parfaitement à cet exercice californien très réussi.
L'hommage à la West Coast se prolonge dans les nombreuses références qui constituent le projet, je pense au légendaire DJ Quick ou à Monster Cody, un ancien membre de gang de la région de Los Angeles. Bref, une fois que l'album est lancé, c'est un aller simple pour Long Beach qui vous est proposé. Oh yeah, everybody killer, tryna make it to the top. We can't take everybody with us, we can't get everybody rich, we can't fuck everybody bitches. I'm afraid to catch a case, I feel like everybody snitching cold sweats. Le plus simple pour comprendre la direction que va prendre ce nouvel album, c'est de se pencher sur son titre et sa pochette. Enfin, en réalité, ses pochettes. On a mentionné Ramona Park plusieurs fois dans cette vidéo, mais concrètement, c'est quoi ? Ramona Park, c'est un quartier situé au nord de Long Beach, non loin du Lakewood Mall, dont Vince Staples nous a parlé sur son précédent projet. C'est dans ce quartier que le rappeur a grandi, s'est enrôlé dans un gang et a vécu certaines des expériences les plus traumatisantes de sa vie. Ramona Park broke my heart, donc Ramona Park m'a brisé le cœur, va donc nous raconter comment la vie du rappeur dans ce quartier l'a transformé au point d'altérer sa confiance, son anxiété, sa vision de l'amour, bref, Vince Staples s'apprête à nous livrer un récit touchant et rempli de sincérité sur la façon dont son environnement l'a presque détruit. Et tout cela va être appuyé par les différentes covers du projet qui s'inspirent de la simplicité de celle de Summertime 06. Sur la pochette principale, on retrouve sur un fond noir 2 portraits d'un jeune Vince Staples. Ces photos, censées représenter l'innocence de la jeunesse, sont abîmées, voire carrément déchirées, ce qui peut symboliser l'inévitable épreuve du temps, mais surtout comment l'innocence d'un enfant a été détruite par son mode de vie traumatique. Les autres versions de la pochette reprennent la même esthétique en dévoilant cette fois-ci des membres de la famille de Vince Staples. Grands-parents, oncles, tantes, toujours dans cette volonté de capturer un fragment brisé du passé. Mais Ramona Park, ça va pas être seulement une sorte de théâtre des lamentations, c'est surtout et avant tout un album qui va permettre à Vince Staples de mieux comprendre ses traumatismes et ses insécurités pour essayer de simplement mieux vivre avec. Le tout en venant confronter sa rédemption à la réalité de la société américaine qui, on le rappelle, fait en sorte d'instrumentaliser la souffrance de toute une communauté pour invisibiliser les combats qui sont menés. C'est là que je vais ressortir la fameuse scène du clip de Prima Donna où Vince Staples se suit devant une foule qui applaudit, parce que cette thématique est de retour sur Ramona Park de façon à illustrer toute l'ironie du discours du rappeur, et ça commence dès l'intro de l'album. Mais je trouve que c'est encore plus marquant à la fin du morceau Slide, où Vince Staples joue avec la ressemblance entre le bruit d'une fusillade et celui d'un feu d'artifice, pour souligner la façon dont la violence présente dans certains quartiers n'est qu'une sorte de spectacle de divertissement pour le reste de la population. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ça permet une double lecture de Ramona Park. D'un côté, on aurait la rédemption et le témoignage puissant d'un rappeur qui pourrait permettre de sensibiliser toute une communauté, et de l'autre, on aurait une sorte de pièce de théâtre, de comédie musicale vouée à faire frémir un public en manque de sensations fortes. Dans la liste des thématiques faisant écho à ses précédents projets, on va retrouver la critique du rappeur sur la façon dont est consommé le rap aujourd'hui, et comment il est diffusé par les médias. C'était le sujet principal de FM qui pointait du doigt l'effet néfaste de la nouvelle culture rap, portant davantage d'intérêt à l'esthétique et aux chiffres, plutôt qu'à la dimension sociale du genre. Vince Staples explore de nouveau cette thématique sur des morceaux comme Magic, Lemonade ou Bang That qui sonnent comme de véritables hymnes estivaux, mais qui traitent de sujets sérieux, faisant eux-mêmes écho à Big Fish Theory. Feeling like ice cold lemonade. Know where to go when you in the shade. Know where to go when you in the cave. Sometimes life tastes bittersweet. On parlait un peu plus tôt de la dimension sentimentale et mélancolique du projet, et en effet Ramona Park est une sorte de lettre ouverte dans laquelle Vince Staples se confie sur son histoire et sur ses insécurités. La dimension politique de l'album va très vite se faire remplacer par une autre thématique qui saute pas forcément aux yeux, mais qui pourtant va occuper une place bien plus importante sur le disque. Sur Ramona Park, c'est pas la critique de l'industrie ou de la société qui va primer, c'est l'amour. Cela peut paraître surprenant d'avoir un album presque gangsta rap qui vient malgré lui célébrer l'amour. Et l'amour au sens littéral du terme puisque le mot love est répété pas moins de 63 fois sur le projet. Oui, j'ai compté. La première forme d'amour qui va être abordée sur Ramona Park, c'est celle de l'attachement du rappeur à sa culture et à ses racines. C'est le cas sur des morceaux comme Hey, Free the Homies, véritable célébration californienne sur laquelle Vince Staples, entre deux états des lieux de la vie de gangster, a une pensée particulière pour ses amis incarcérés. Cet amour pour le gangbanging, on le retrouve un peu plus tard sur Paper Cuts qui vient nous rappeler la motivation première du rappeur, faire de l'argent. C'était le cas à l'époque de ses activités de gangster, ça l'est toujours aujourd'hui, désormais bien implanté dans l'industrie musicale. Vince Staples va nuancer son propos vis-à-vis de la culture des gangs avec l'incroyable When Sparks Fly, qui est pour moi l'un des meilleurs morceaux de sa carrière. Au premier abord, When Sparks Fly, ça sonne vraiment comme une chanson d'amour relativement triste, mais c'est pas une chanson d'amour comme on l'imagine entre deux êtres humains, c'est une chanson d'amour qui parle de la relation qu'a Vince Staples avec son arme à feu.
tout le génie du morceau réside dans sa faculté à nous faire croire tout du long qu'il pourrait bel et bien s'agir d'une histoire d'amour se terminant tristement par la séparation des deux protagonistes. Et techniquement, c'est le cas. Le premier couplet nous présente une narration du point de vue de Vince Staples nous livrant tout l'amour qu'il éprouve pour son arme. Puis le deuxième couplet nous expose les pensées de son pistolet, désormais abandonné par son propriétaire séjournant en prison. Damn, can't believe they took you from me. Kicking in your front door, looking for me. Hid me in our secret place. Nothing I could do for you but sit and wait. Contemplate. Did we leave a trail? Did we make mistakes? Can't drop on your bill, can't check on your case. Know that you won't tell, that's why I'm afraid. You'll probably never get to see the light of day. La chanson est évidemment une référence au morceau I Gave You Power de Nas abordant la même thématique, et contrairement à son aspect presque ironique, When Sparks Fly permet d'introduire sur Ramona Park la mélancolie et la tristesse qui peuvent découler de l'amour. Car oui, grandir à Long Beach dans l'insécurité où la confiance est un concept presque abstrait a laissé des traces indélébiles sur la façon dont le rappeur appréhende ses relations. La thématique de l'amour va donc prendre un tournant de plus en plus morose au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, et Vince Staples va commencer à se confier sur ses insécurités et sur son incapacité à s'ouvrir aux autres. En fait, même si les sentiments de la personne qu'il a en face de lui ont l'air sincères, le rappeur garde toujours une forme de méfiance par habitude qui l'empêche de réellement s'investir dans une relation. On le voit par exemple sur Player Ways, mais pour moi le morceau qui aborde le mieux ce sentiment, c'est Rose Street. She say she in love, what's that? Trust, what's that? Us, what's that? Yeah. I'm married to the gang, don't be playing games. Only bringing flowers to the homie's grave. Le dernier aspect majeur de l'amour présent sur Ramona Park s'approche davantage du domaine familial, comme on avait déjà pu le voir sur les différentes covers qui ont accompagné le projet. Mais Vince Staples va prendre le temps d'exprimer ses sentiments pour sa mère en particulier, ayant tout fait pour essayer de lui donner la meilleure vie possible. C'est une forme de reconnaissance et d'amour sincère qui va lui faire prendre conscience que ce sentiment ne lui est pas inconnu et qu'il n'est pas le cœur de pierre qu'il pensait être. Vince Staples éprouve de l'amour et est capable de faire confiance à autrui, mais peine encore à développer ses aspects hors de son cocon familial. C'est cette réalisation qui va permettre au rappeur de changer sa façon de penser et de nous offrir une outro pleine de vulnérabilité, venant conclure tout un arc narratif ayant en réalité commencé il y a presque 10 ans. Après avoir passé la totalité de sa carrière à remettre en question le monde qui l'entoure et à critiquer les dysfonctionnements de la société dans laquelle nous vivons, Vince Staples décide de faire de son 5e album une véritable introspection. À seulement 28 ans, alors qu'il était déjà perçu comme un artiste d'une maturité déconcertante, le rappeur de Long Beach sort son album le plus personnel, son album le plus vulnérable et très certainement son album le plus réussi. C'est littéralement le travail d'une vie qui est résumé dans ces brèves 40 minutes. C'est presque 30 ans de vécu, d'histoire et de réflexion, condensés dans 16 titres d'une justesse admirable, venant trouver leur touchante conclusion au son des vagues de la côte pacifique. If I die on the way to give you my love, please protect me from the world. Forgive me for what I done. This shit harder than I make it look. What have I become? I ain't never been no open book. Money made me numb. Ramona Park Broke My Heart apparaît alors comme l'album de la rédemption, celui qui va permettre au rappeur de faire la paix avec son passé, tout en nous proposant un bilan authentique de cette décennie en immersion dans une industrie toxique et capitaliste, salissant toute âme souhaitant s'y aventurer, aussi pure soit-elle. Vince Staples l'a fait pour l'argent, et s'est vite rendu compte que sa quête du bonheur ne pouvait avoir comme ligne d'arrivée un concept aussi matériel et superficiel. Il est devenu malgré lui un produit de la société qu'il a tant critiqué, et c'est ce qu'il souligne sur le refrain de The Blues. L'argent l'a rendu insensible, méfiant et prisonnier d'un mode de vie où la plénitude semble presque inatteignable. Et le titre de cet outro résume à la perfection l'état d'esprit du rappeur après cette longue introspection. The Blues peut être interprété comme un sentiment de tristesse ou de mélancolie, mais c'est aussi le nom que l'on peut donner à des oxys qui se présentent sous forme de pilules bleues servant à faire momentanément fuir la douleur. Mais The Blues peut également faire référence au nouveau billet de 100 $ se laissant désormais traverser de haut en bas par une bande bleue foncée. 3 possibles significations synthétisant habilement le message que Vince Staples essaye de faire passer depuis ses débuts dans le rap. Ni l'argent, ni la célébrité, ni les biens matériels ne suffisent à combler un mal-être qui puise ses racines dans des décennies de souffrance. Car après tout, comment être réellement heureux dans une société en plein dysfonctionnement, où les combats et les revendications populaires sont étouffés par des élites effrayées à l'idée de voir les minorités s'élever? C'est donc malgré lui que le rappeur de Long Beach est devenu une voix importante de l'activisme dans la musique. S'étant lancé dans le rap dans le simple but de se faire de l'argent sans avoir à retourner dans la rue, Vince Staples s'est très vite rendu compte qu'il pouvait se servir de son discours pour venir déranger les acteurs de l'oppression systémique tout en donnant de l'espoir aux jeunes de sa communauté.
En 2018 par exemple, le rappeur va récolter pas moins de 2 millions d'euros sur une cagnotte à l'origine lancée pour financer sa retraite anticipée, avant d'annoncer que l'intégralité des dons ont été reversés à la librairie Michelle Obama située, vous vous en doutez, dans les quartiers nord de Long Beach. Il va également animer de nombreuses conventions, parfois aux côtés de Snoop Dogg pour partager son vécu et à son tour espérer faire briller les yeux d'une jeunesse se sentant quotidiennement délaissée. En rendant la culture accessible et en ouvrant le dialogue, Vince Staples marche donc dans les traces de son idole d'enfance, lui ayant servi de phare dans la nuit noire et presque éternelle de Northside. Son aventure musicale n'aura pas été vaine et lui aura permis de devenir l'une des voix qui résonne le plus fort dans le brouhaha incessant du monde dans lequel nous vivons. Vince Staples nous l'a bien fait comprendre au travers de sa musique, le seul moyen de renverser la tendance est de prendre les armes, de dénoncer, de lutter, et de prier pour que la violence engendrée par le capitalisme, le racisme et la lutte des classes soit un jour renversée. Can you please compose my bill? It's 100,000. No, you say you wish me well, but I really doubt it. Who really bout it? Can't wait to see. And if I don't come home tonight, just pray for me. 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 Finalement, Vince Staples sera de retour en 2024 avec un projet ambitieux qu'il traînait dans ses brouillons depuis plusieurs années. Après de simples rumeurs, puis la publication des 2 épisodes de Sheet Music en 2019, le rappeur californien annoncera enfin la sortie du Vince Staples Show sur Netflix pour février 2024. Se présentant au premier abord comme une série humoristique de 5 épisodes, le Vince Staples Show est en réalité une transposition décalée de l'expérience des Noirs dans la société américaine. C'est au final la suite logique d'une carrière passée à mettre en avant sa ville dans le but de voir les conditions de vie de sa communauté s'améliorer. Et le rappeur de Long Beach ne s'arrêtera pas là puisqu'il sortira fin mai son 6e album studio, Dark Times, un disque inspirant qui nous propose une sorte de bilan sur ce que son voyage au sein de l'industrie lui a appris. L'album revient sur les heures sombres qui ont composé la carrière du rappeur, s'étant senti coincé et exploité par un système capitaliste, cherchant à puiser les moindres ressources artistiques d'une personne sans se soucier de sa santé mentale. On peut d'ailleurs deviner une corde sur le fond de la pochette semblant se fondre dans l'obscurité, et c'est peut-être une façon pour Vince Staples d'exprimer la distance qu'il a réussi à prendre avec ses pensées sombres. Ces dernières sont désormais presque invisibles, bien que toujours présentes dans un coin de son esprit. Dark Times balance entre le rap, le R&B, la soul, le rock parfois, permettant à Vince Staples d'exploiter le plein potentiel de son agilité. Ce nouveau disque le place dans une position de leader presque assumé, souhaitant à son tour ouvrir la voie à une jeune génération pleine de rêves et d'ambition. Vince Staples semble avoir trouvé une forme de paix intérieure, un sentiment sûrement lié au statut spécial qu'occupe Dark Times dans sa discographie, car en effet, la sortie de ce nouveau disque marque la fin de son contrat chez Def Jam, chez qui il avait passé les 10 dernières années. Le timing était donc parfait pour indirectement tirer sa révérence et laisser les jeunes artistes de sa communauté prendre le relais et poursuivre le combat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Vince Staples est officiellement un homme libre, et vu son rapport distant avec la musique, rien ne nous garantit qu'on aura droit à un nouvel album dans les années à venir. Surtout qu'à l'heure où je vous parle, le Vince Staples Show a été renouvelé pour une 2e saison, donc c'est vraiment pas impossible que Vince Staples décide d'explorer une nouvelle forme d'art pour continuer à faire passer ses messages. Quoi qu'il advienne de la suite de la carrière du rappeur de Long Beach, nous avons à disposition un catalogue musical fourni et complexe qui encore aujourd'hui cache bien des secrets. Quant à Dark Times, sorti très récemment, c'est un projet qui demandera du temps pour être compris dans son intégralité. Pour l'instant, il vient s'inscrire dans la liste des magnifiques projets ayant permis à leurs auteurs de se libérer et d'accepter leur identité pour pouvoir transmettre le meilleur d'eux-mêmes aux futures générations. Vince Staples est un personnage complexe, souvent cynique, mais toujours conscient du monde qui l'entoure et de son fonctionnement. Son détachement de toute forme de célébrité lui a permis de garder les pieds sur les pavés de Long Beach auprès des siens, au travers de qui s'exprime son succès. Car la vraie réussite de la carrière de Vince Staples, c'est d'avoir emporté sa communauté dans son ascension, mais c'est surtout d'avoir combattu sans relâche des causes importantes, au point d'en devenir l'une des figures politiques et artistiques les plus symboliques de notre génération.